Salam la team, on est vendredi, donc on va parler football. Heureux de vous retrouver après cette semaine exceptionnelle en termes de football. On a vu les demi-finalistes des Ligues des Champions, les demi-finalistes de l'Europa League et les demi-finalistes de la Conference League. C'était une semaine exceptionnelle, c'était l'une des meilleures semaines peut-être de football cette saison. On a vu Arsenal battre le Real à l'aller comme au retour. Mikel Merino, un numéro 6 transformé en faux neuf, a été plus décisif que toute l'attaque du Real. C'était une semaine de folie. Et hier, pour couronner le tout, on a eu un Manchester United-Lyon épique. D'ailleurs, c'est de là que vient l'image de la semaine que je vais bientôt vous montrer. Juste pour vous dire, on va faire une petite vidéo pour parler football. Tranquille, on va parler de quelques infos qu'on a vues aujourd'hui. On va parler de la semaine du match de Manchester United, des conséquences. Et on va parler après du Ballon d'Or. J'aime pas parler de Ballon d'Or à cette étape de la compétition, mais il y a un classement assez intéressant côté prédiction, donc on va en parler. Donc directement pour moi, ça, c'était l'image de la semaine. Hier, à la 118e minute, on a vu quand Manchester United était mené que d'un but d'écart par Lyon, tu as cette image de ce jeune supporter qui était en larmes. Et 2 minutes plus tard, après 2 buts de Manchester United, tu le vois comme ça. Tout heureux. C'était symbolique, c'était exceptionnel et cette image résume non seulement le match de Manchester United côté ascenseur émotionnel, mais ça résume aussi, on va dire, cette semaine qu'on a connue, cette semaine épique en termes de football. Donc Manchester United-Lyon, c'était un match où à l'aller on s'était régalé 2 buts partout, mais au retour c'était un match exceptionnel. J'ai pas été satisfait par contre du match de Moussa Niakhaté. Il a été fautif sur pas mal d'actions. Mata qui s'est fait malmanier par Garnacho pour ceux qui ont regardé le match. Tolisso, bon, son carton jaune, le deuxième carton jaune de Tolisso, moi je pense que c'était un peu sévère. Je m'attendais vraiment à ce que la VAR intervienne parce qu'on avait l'impression que c'était dans sa course qu'il touche le jour, mais bon, malheureusement il prend un carton rouge. Un match exceptionnel encore une fois de Bruno Fernandes. En fait, à Manchester United, il y a Bruno Fernandes, après il y a les autres joueurs. C'est simple. Il y a Bruno Fernandes et les autres joueurs. L'année prochaine, pour moi, si Amorim il doit faire une équipe, l'équipe doit être autour de Bruno Fernandes après les autres. Et quand on dit les autres, naturellement, pour moi, Manchester United sans Dalot, c'est compliqué. Les New qui hier ont fait un match assez correct, exceptionnel pour moi, et un joueur aussi très important dans cet effectif-là. Il y a aussi Amad Diallo qui malheureusement n'est pas là. Donc hier, on a vu un match incroyable dans le sens des retournements. Déjà, en première période, tu as eu 2 buts. Un premier but magnifique collectivement de la part de Manchester United, but marqué par Ugarte avec une passe décisive de Garnacho qui a été bien servi par Bruno Fernandes. Après, tu as eu un deuxième but juste à la fin de la première période, tu as un but de Dalot qui te sort un but pour moi top, dans le sens où il a très bien joué le coup avec Tagliafico qui a été très fautif. 2-0, tu te disais 4-2, c'est fini quoi. Mais malheureusement, tu as Malik Fofana qui entre en deuxième mi-temps et cette équipe de Lyon change. Tu as un premier but de Tolisso de la tête, but magnifique. Tu as un but égalisateur de Tagliafico que Onana a essayé de sauver, mais bon, il a rien pu faire. Tu as un troisième but surtout. Dans le temps additionnel, tu as un troisième but, mais magnifique de la part de Cherki qui fait un match exceptionnel encore une fois. C'est un plaisir de le regarder jouer. Et après, tu as le penalty de Lacazette qui est rentré en deuxième période, qui a fait un but et une passe décisive. Je pense que c'est lui qui donne cette balle à Cherki. Donc, tu as 4-2 et là, tu te dis, bon, ça va être compliqué pour Manchester United, mais trouve le moyen déjà de mettre un troisième but. À la 114e minute. Juste après le penalty de Lacazette, tu as Bruno Fernandes qui transforme le penalty. Après, tu as un but magnifique de Merino. Magnifique, rien à dire. Mais surtout, après, tu as un but où tu en veux à Niakhaté. Un but où Niakhaté n'a pas été imposant de la tête. Il n'a pas été imposant, surtout face à Maguire. Maguire qui est monté, on l'a vu en deuxième période du temps additionnel, parce que naturellement, de la tête, il est très bon. Amorim, il a expliqué après le match, Maguire est monté, parce que déjà, ils étaient en supériorité numérique, Manchester United, mais surtout, Maguire, il peut mettre un but de la tête, et c'est ce qu'il a fait. Déjà, Niakhaté dans le placement,
C'était pas convaincant. Après, dans la défense aussi, c'était pas si convaincant aussi. Donc, c'était un match défensivement très moyen de la part des joueurs de Lyon. Mais c'était un match où Manchester United, ils ont fait le nécessaire. Ils sont allés puiser vraiment leurs dernières ressources pour vraiment sortir cette victoire. Et la conséquence, tu as naturellement Manchester United qui va affronter en demi-finale l'Athletic Bilbao. Et tu as Tottenham qui va jouer contre Bodo Glimt, cette équipe norvégienne. Bilbao qui a la chance de pouvoir jouer la finale chez eux parce que la finale sera à San Mamés. Donc si Bilbao ils se qualifient pour cette finale-là, ils auront la chance, les frères Williams, de disputer la finale chez eux. Et Tottenham naturellement, bon, on sait que Postecoglou, il nous avait dit que lui, d'habitude, ses deuxièmes saisons, il gagne des trophées. On verra, ce sera peut-être ce trophée-là. Et tu as malheureusement Lazio qui perd contre Bodo Glimt alors que Lazio, ils avaient déjà fait le nécessaire. Lazio, ils ont perdu 2-0 à l'aller. Au retour, ils menaient déjà de 3-0, 2-0 déjà dans le temps réglementaire. Ils réussissent à mettre le troisième but de la part de Boulaïdia le Sénégalais. Et là, ils se prennent un but en fin de match. Et ils vont au tir au but. Et malheureusement, ils n'arrivent pas à assurer au tir au but. Je pense qu'ils ratent 4 tirs au but, malheureusement. Et ça a des conséquences parce que Lazio, en Europa League, c'était eux les premiers après la saison régulière. Et du coup, tu retrouves en Europa League ce qu'on a vu aussi en Ligue des Champions. C'est-à-dire actuellement, Lazio qui était premier, Bilbao qui était deuxième, Manchester United qui était troisième et Tottenham qui était quatrième. Tu retrouves en phase de finale les trois équipes, c'est-à-dire Bilbao, Manchester United, Tottenham, qui étaient dans le top 8 dans la saison régulière, c'est-à-dire dans les phases de poule. Tu retrouves ces trois équipes-là dans le dernier carré. Et pour moi, ça, c'est significatif. On l'a vu aussi en Ligue des Champions avec Arsenal, Barça et surtout Inter qui était aussi dans le top 8. Ils étaient dans le top 4. Ici aussi, tu as le top 4 où tu retrouves trois équipes qui se retrouvent actuellement dans le dernier carré. Pour moi, c'est significatif parce qu'il y a une certaine corrélation. Tu te dis, d'accord, ça veut dire que les équipes qui performent le mieux en phase de groupe, ceux qui sont dans le top 8, ils sont beaucoup plus ancrés à aller dans le dernier carré en phase finale. Et ça, c'est top. Si on veut comparer ça avec l'ancien format de la Ligue des Champions, c'est comme si les premiers de poule se retrouvaient tout le temps en demi-finale. Ça n'a pas toujours été le cas. Maintenant, la défaite de Lazio a une autre conséquence. L'autre conséquence, c'est qu'en Liga, ils peuvent avoir maintenant 5 équipes qui vont se qualifier pour la Ligue des Champions. Parce que oui, c'est une question de l'indice UEFA. Et côté indice UEFA, si on voit le site internet, les coefficients pour cette saison-là, tu as l'Angleterre qui a 4 équipes qui sont représentées actuellement pour les compétitions européennes. Et tu as l'Espagne, ils ont 3 équipes. Du coup, c'est les meilleurs coefficients. Du coup, ils ont pour chaque championnat une place supplémentaire pour la Ligue des Champions. Et même l'Espagne peut avoir 6 équipes pour la Ligue des Champions. L'Angleterre aussi peut avoir 6 équipes pour la Ligue des Champions. Parce que l'Angleterre, tu as Liverpool, Arsenal, Newcastle, Nottingham Forest et Manchester City actuellement dans le top 5. Mais tu as surtout 4 équipes anglaises qui sont actuellement en Europe. Tu as Arsenal qui sont en Ligue des Champions. Tu as Chelsea actuellement qui sont en Conference League. Tu as Manchester United et Tottenham qui sont en Europa League. Si Manchester United et Tottenham qui sont en Europa League, ils gagnent l'Europa League sans pour autant terminer, bon naturellement ils ont peu de chances de terminer dans le top 5, bah ils seront qualifiés d'office pour la Ligue des Champions. Du coup tu auras 6 représentants pour la Ligue des Champions en Angleterre. Pareil pour la Liga, parce qu'en Liga tu as Bilbao qui est 4e, mais ils sont juste à 6 points de Villarreal, donc facilement Villarreal d'ici la fin de la saison, sachant qu'il reste pour Athletic Bilbao déjà 7 matchs à jouer. Villarreal ils ont un match de moins, donc si Bilbao il termine hors du top 7 ou 8, il termine ici 8e ou 9e, donc on va dire l'Espagne va avoir 6 équipes qui seront qualifiées pour la Ligue des Champions. Donc ils vont bientôt mettre à jour parce qu'il y a déjà 5 équipes qui vont aller en Ligue des Champions. Ça c'est la conséquence directe de la défaite de la Lazio. Donc les coefficients pour le nouveau format, tu auras peut-être 6 équipes de la Premier League ou bien 6 équipes de la Liga. Sinon, parlons maintenant d'une déclaration qui est pour moi très intéressante. C'est la déclaration d'Amorim qui dit après le match qu'ils doivent maintenant prendre des risques avec les jeunes joueurs en Premier League parce qu'ils doivent se focaliser maintenant sur l'Europa League. C'est une déclaration très intéressante dans la mesure où Manchester United, quand Amorim venait, il savait que c'était compliqué. Il savait que c'était vraiment compliqué. Mais là, il se retrouve dans une situation idéale. Manchester United, ils sont certes 14e, mais ils sont à 17 points
actuellement de la première équipe relégable. Donc 17 points de la première équipe relégable à 6 matchs de la fin de la saison en Premier League. Tu te dis, tu as une certaine marge. Il y a des matchs que tu peux encore perdre. Ça fait que tu peux tourner. Juste ne perds pas tous tes matchs, parce que si tu perds tous tes matchs, tu termines dans la zone relégable facilement. Parlons maintenant des news qu'on a vu un peu partout. La blessure de Marcus Thuram. Marcus Thuram qui se blesse aux adducteurs gauche. On parle pas de période d'indisponibilité, on dit juste qu'il va rater le match contre Bologne et qu'il sera évalué au jour le jour. Pour moi, c'est une blessure assez importante pour l'Inter de Milan. Actuellement, c'est pas si évident que ça pour l'Inter. Ils ont que 3 points d'avance sur Napoli. À 6 journées de la fin, les choses ne sont pas encore jouées pour l'Inter. D'ailleurs, ça me fait penser en Ligue des Champions actuellement, c'est pas évident. Le Paris Saint-Germain, c'est déjà fait pour le championnat. Je vais dire, le seul challenge actuellement du Paris Saint-Germain en championnat, c'est l'invincibilité. Terminer la saison sans défaite. Et pour Arsenal actuellement, ils sont deuxième de la Premier League et ils sont à quoi? Manchester City est la première équipe qualifiée en Ligue des Champions. Ils sont à 8 points de Manchester City. Donc, ils ont une certaine marge. Arsenal, ils vont pas trop tourner, mais ils vont un peu tourner. Du coup, tu as Arsenal et Paris Saint-Germain qui sont dans cette position-là, donc tranquille. Mais de l'autre côté, tu as l'Inter, je vous l'ai dit tout de suite, ils ont que 3 points d'avance sur Napoli, mais tu as aussi le Barça qui n'a que 4 points d'avance sur le Real. Donc, il y a une certaine menace. Et tu as ces deux équipes, donc le Barça et encore l'Inter, qui vont devoir jouer les matchs à fond pour cette fin de saison. C'est vraiment pas évident. Et pour le Real, d'ailleurs, il y a Mbappé qui était sorti contre Arsenal. Donc, on nous dit que Mbappé va peut-être jouer contre le Barça. Quelle surprise, on s'y attendait pas. Vraiment, quelle surprise. Moi, je pensais que c'était fini pour la saison pour Mbappé. Pas à nous, Mbappé, on te connaît. Pas à nous. Pas à nous. Bref, c'était ça les informations que je voulais partager avec vous. Sinon, oui, il y a le classement du Ballon d'Or. Bon, c'est des prédictions surtout. Moi, j'aime pas trop les prédictions par rapport au Ballon d'Or, comme je vous avais dit, mais c'est intéressant. C'est intéressant de regarder ça, c'est intéressant d'en parler parce qu'il y a 3 joueurs du Barça qui sont dans le top 3 de ce classement. Il n'y a pas de joueurs du Real du tout. Et tu as Salah, tu as Dembélé. Dembélé et Salah nous montre à quel point les choses vont vite dans le football. Dembélé au mois de janvier, tu lui dis que tu seras dans les prédictions du Ballon d'Or au mois d'avril, il rigole. Même moi, je rigole. Et là, tu as Dembélé qui n'a jamais été dans le top 30 du Ballon d'Or, qui se retrouve à la 5e place des prédictions. C'est pas des prédictions officielles, hein. Donc Dembélé qui est actuellement en 2025 le meilleur buteur, c'est un joueur qui en 2025 est monté en puissance. Il mérite largement cette position-là dans les prédictions. Ça là, il était là dans les prédictions. Toute la saison jusqu'au mois peut-être de février-mars, il était en haut des prédictions. Mais l'élimination en Ligue des Champions a beaucoup joué, mais pas que. Il y a eu l'élimination en Ligue des Champions. Liverpool aussi, ils se sont fait éliminer en FA Cup par Plymouth. Plymouth qui est la dernière équipe de Championship en 2e division. Ils ont perdu la finale de la Carabao Cup contre Newcastle. Donc sur les 4 trophées, ils vont gagner forcément la Premier League. Et ils se sortent de la Ligue des Champions, ils sortent de FA Cup et ils sont éliminés aussi en finale là-bas. Donc c'est une saison assez compliquée pour Liverpool et du coup ça va impacter naturellement le classement de Salah. Tu as après Yamal. Saison exceptionnelle. L'année dernière, il avait fait le top 8 du Ballon d'Or. L'année dernière, il prend cette Copa d'une façon exceptionnelle. Il a été régulier aussi en Liga et tu le vois aujourd'hui qui double ses stats. Tu le vois dans ce classement-là qu'il mérite autant. C'est un joueur qui est tout le temps décisif. C'est l'un des meilleurs ailiers actuellement au monde. Et Pedri qui est le maître à jouer du Barça. Rien à dire, Pedri est le maître à jouer du Barça. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain cette saison. Pour certains, mais pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain cette saison. Rien à dire. Et Rafinha, ces matchs parlent de lui. Rafinha, on l'a vu contre le Bayern, on l'a vu contre le Real, on l'a vu quand le Barça était à 10 contre 11 contre Benfica. On l'a vu à chaque fois que le Barça a besoin de se sortir d'un certain guêpier, Rafinha est là et il ne tire pas les pénaltys. Quand on vient au niveau des statistiques pour la Ligue des Champions, on ne voit que Rafinha. Il a 12 buts, donc je vous rappelle que Guirassy, il a fait 2 matchs de barrage et tu as Rafinha qui va avoir 2 matchs de plus contre l'Inter, probablement 3. Rafinha, meilleur
passeur aussi avec 7 passes décisives, meilleur passeur. Donc, il domine ce classement-là, sachant qu'il ne tire pas les pénaux. Il ne tire pas les pénaux. C'est Lewandowski qui a 11 buts qui tire les pénaux. Donc, c'est un classement pour moi assez logique actuellement, assez normal. Maintenant, bon, c'est juste le mois d'avril. Ce classement va forcément changer après les demi-finales de la Ligue des Champions. Les demi-finales de la Ligue des Champions, le premier match sera le 29 avril entre l'Arsenal et le Paris Saint-Germain. Le deuxième match sera le 30 entre le Barça et l'Inter. Pour les matchs de ce week-end en Liga, le Barça va affronter Celta Vigo. Celta Vigo actuellement est 7e au classement, je pense. 7e au classement, ils ont une défaite sur les 5 derniers matchs, donc ils sont dans une très belle forme. C'est pas évident parce que le Barça sort de 2 matchs très compliqués contre les Leganés, contre Dortmund. Pas mal de joueurs ont besoin de repos, ce sera pas évident. Le Real va affronter Athletic Bilbao. Athletic Bilbao, c'est l'une des meilleures équipes cette saison en Liga, on le voit bien, et on voit qu'ils sont demi-finalistes aussi de l'Europa League, donc c'est pas évident pour le Real, surtout après vraiment cette défaite contre Arsenal, ce sera très compliqué. En Serie A, tu as 2 déplacements des 2 premiers, Napoli qui va se déplacer à Monza, tu as aussi l'Inter qui va se déplacer à Bologne, et quand tu vois l'heure, tu comprends un peu les plaintes de Flick qui était en conférence de presse aujourd'hui et qui a un peu déplorer le fait de jouer très tôt demain, parce que oui, demain le Barça joue très tôt ici au Sénégal, l'heure c'est à 14h et c'est très tôt. Je pense qu'il pourrait jouer à 18h parce que après le match contre Dortmund, ils sont rentrés à 3h, les joueurs sont allés se coucher vers 5h, donc c'est pas évident. En Première Ligue, les choses sont déjà jouées, hein, même si on a quelques matchs pas mal intéressants. On a Aston Villa, Newcastle, parce que là, le plus important en Premier League, c'est surtout le classement pour la Ligue des Champions. Tu as Newcastle qui se retrouve à la 3e position, une position favorable, mais Manchester City n'est qu'à un seul point de Chelsea et c'est pas évident. Donc Manchester City qui va jouer Everton sans Ederson qui s'est blessé le dernier match. Donc ce sera un week-end de football pas mal. Donc c'était tout pour cette vidéo les amis, je voulais qu'on parle un tout petit peu football. On se retrouve pour la prochaine vidéo ce week-end. Ciao ciao les amis et prenez bien soin de vous.